crois qu'on est bon, François. Donc là, on est à la porte de Versailles, à Paris. On est au salon du service à la personne et le forum de l'aide à domicile, c'est ça, quelque chose comme ça. Enfin, il y a les deux. Et on va ouvrir la commission d'enquête décentralisée pour les auxiliaires de vie sociale. Alors, attendez, je mets mon écharpe, en principe. Il va m'engueuler parce que je me plante toujours quand je la mets. Non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Regarde Vincent, c'est près du cœur, machin. Ok, allez, on y va. C'est dans l'autre sens toujours. Oh. Le rouge, François. Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, d'abord la première chose, c'est qu'il y a Caroline Fiat qui devait venir et qui peut pas, qui est retenue en dernière minute, réquisitionnée pour la reste de Groud. Ensuite, je veux remercier l'Union syndicale solidaire parce qu'ils nous hébergent en dernière minute pour qu'à l'intérieur du salon, on puisse avoir une discussion sur les auxiliaires de vie sociale. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, d'habitude, Sylvie, Patricia, Annie, on vous amène à des événements et aujourd'hui, là, c'est vous qui avez dit que vous êtes monté d'Amiens ou de Corbie ou de Poix-de-Picardie ou du Vimeux pour dire bon, cette fois-ci, on veut aller au salon de l'aide à domicile. Pourquoi vous êtes monté? Parce qu'on veut se faire entendre. Parle plus fort si vous faire entendre. Parce que le son, il ne va pas être bon. Et on voudrait que notre métier soit valorisé, soit reconnu. On veut une vraie reconnaissance, on veut un vrai statut. Donc c'est pour ça que vous avez dit... Et alors, là, il se trouve qu'en plus, là, on a un journaliste qui est le Lyon. Ah si, c'est gentil, oui, Lyon. On a, où est-ce qu'elle est, qui vient de Bordeaux, là c'est du Loiret. Donc voilà, on a du monde qui vient de plein d'autres départements, donc ça va permettre de confronter un peu les expériences. Alors, où est-ce qu'on en est? On part de la Somme, d'accord? Où est-ce qu'on en est dans la Somme? Tout part de la Somme, toujours au départ. Où est-ce que tu en es, toi, Sylvie? Toujours au même point, ça ne bouge pas. T'es sous quel statut? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on n'est pas reconnu, on perd nos dossiers, toujours pareil, on perd toujours nos dossiers en mandataire, enfin en prestataire, on nous met en mandataire. Alors ça produit quoi quand on perd des dossiers? Ça veut dire quoi, on perd des dossiers? On perd de l'argent, on perd des personnes, notre statut. C'est-à-dire quand il y a une personne qui meurt, elle n'est pas remplacée dans ton... Non, en mandataire, non. Alors, est-ce qu'il peut m'expliquer la différence entre mandataire et prestataire? Et qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd? Le prestataire, on est salarié d'une association. Ouais. Donc on a des déplacements, on a un contrat de travail, on a une mutuelle. Mandataire, c'est la personne... Ça c'est prestataire. Ça c'est prestataire. Mandataire, c'est la personne aidée qui est l'employeur. Donc on n'a pas de contrat de travail. Si la personne décède du jour au lendemain, on n'a plus d'emploi, on n'a pas de mutuelle, on n'a pas de déplacement. Voilà, plus d'ancienneté. Donc à chaque fois qu'on a un dossier mandataire, on repart au SMIG. Donc même quand on a 25 ans d'ancienneté, on repart au SMIG. Voilà, parce qu'on a toujours, c'est toujours des nouveaux employeurs, c'est toujours parce que comme c'est la personne âgée qui vous emploie, voilà. Chaque fois qu'elle chaque décède, personne âgée qui c'est nous une rupture emploie. de contrat, et donc vous avez un nouvel employeur Voilà. ensuite, donc vous repartez à zéro. Voilà, à chaque fois. Et alors par exemple, les temps de trajet, si vous êtes payé par l'association donc comme prestataire, c'est on a des trajets, on a un trajet qui est payé tous les jours, le matin et le soir, et on a Ça dépend de la situation. Non, moi je pas. Mandataire, en prestataire. t'es payé en Et mandataire. entre chaque personne, chaque prestation, on a des déplacements payés. Donc ça c'est Et le temps, l'intervacation. en Et du temps de travail En aussi. prestataire, on a le temps de trajet qui est pris en compte Oui. dans le temps de travail pour certaines associations. Et on a des frais de déplacement qui sont comptés. Et- Normalement, dans la convention collective, ça doit être comme ça. Hein. et- Les trajets sont payés en prestataire. Hein. et en mandataire alors. En mandataire, on n'a rien. On n'est pas payé. On n'a rien. Ni en temps de trajet, ni en Voilà. kilométrage. Qui arrive dans les mandataires ont 1 euro à payer en plus. Et ils vont où? Non, en mandataire, on n'a rien du tout. On n'a pas de déplacement, on n'a pas de temps de trajet, on n'a rien. Si on travaille 10 heures, on est payé 10 heures, c'est tout. Voilà. Et alors là, la volonté du conseil départemental de la Somme, C'est de passer tout le monde. c'est qu'il y ait moins de prestataires et qu'il y ait plus de mandataires. Donc Voilà. c'est d'aller vers le moins. Voilà. Parce que ça leur coûte moins cher pour eux, mais. Hein, Parce que vous êtes trop payé. voilà. Pour eux, oui.
Oui, ils n'ont plus d'argent. Ce qui est malheureux, une heure en mandataire. Ils ne trouvent pas ridicule de mettre une personne âgée de 97 ans employeur. Une heure en fait en mandataire. C'est 12,80 € et une heure en prestataire, c'est 19 €. Donc automatiquement, il y a une grosse différence et c'est pour ça que le département veut faire passer les gens au maximum en mandataire. D'accord. Et puis Sylvie, on va t'envoyer la vidéo, tu auras les photos, tu auras tout ça. Oh, merci, super. On a les nouveaux plans d'aide aussi qui nous font. Ouais. Avant, on avait 45 minutes pour faire une toilette, un peu toilette, habillage, repas, tout ça. Et maintenant, ils nous font des plans d'aide de 50 minutes parce qu'ils nous ont ajouté 5 minutes pour faire du ménage chez les gens. Ils nous prennent vraiment pour des demeurés, quoi. Parce qu'en 5 minutes de temps, on ne peut pas faire beaucoup de ménage. Hein. Faut pas... Voilà. Donc tous les plans d'aide ont été... Le temps que ça met chez moi. Mais bon. C'est-à-dire que le lundi, on sort le balai, le mardi, on sort le seau. Puis en fait, peut-être qu'à la fin du mois, on aura réussi à faire quelque chose. Ils nous prennent vraiment pour des demeurés, quoi. De Gamache. Non, de Corbie. Alors, et qui ici est en mandataire? Moi j'ai 2 personnes en mandataire. Mandataire, prestataire, je fais les deux moi. Vous êtes quand même plus en prestataire. Ah bah oui. Donc vous êtes des privilégiés pour l'instant. Oui. Non mais on nous propose quand même les mandataires. Mais enfin, il y a beaucoup de dossiers qui passent en mandataire. Et puis maintenant, ils ont trouvé aussi une autre chose. C'est Ils que forcent toujours les gens. pour pas nous faire trop crier, en fait, ils passent les dossiers moitié mandataire, moitié prestataire. C'est-à-dire que si un dossier il y a 58 heures, bah, ils vont mettre 20 heures en prestataire et le reste en mandataire. Comme ça, ils pensent qu'ils satisfont tout le monde. Voilà. Mais ils ne donnent pas le choix aux gens. Est-ce qu'il y a Prends que du dans la forcing. Somme qu'on cherche à faire glisser de prestataire à mandataire, ou bien c'est pareil, toi tu observes ça ailleurs? Alors non, moi je l'observe pas ailleurs justement, donc c'est vraiment un cas départemental au niveau de la Somme. Tout à fait. Donc Moi là, on je est sur sais une que anomalie très localisée. hein, ah, d'après bah, toi. apparemment oui. Moi je sais que dans Lyon, ils ont plus passé toutes les les mandataires en prestataire. Nous ils ont fait l'effet contraire. Ah bon, bah, ça ira mieux. Ah oui, D'ailleurs, tout ça a à été le fait. cas dans la Somme. Nous, c'est ce qui s'était passé. Depuis les années 90, il y a eu un glissement d'abord dans un premier temps de mandataire à prestataire. En fait, là, c'est dernièrement que compte tenu aussi de la réduction des aides de l'État aux collectivités, ils ont décidé de faire le mouvement inverse, qui est un mouvement de recul. Mais alors, toi, Sylvie, si pourtant tu as une situation privilégiée, tu es prestataire, comment ça se fait? C'est toi qui l'as lancé, l'association? Oui, tout à fait. Donc toi, tu as lancé une association qui est une association nationale maintenant, National. d'association pour les professionnels du maintien à domicile. Alors je vois que tu as des délégués partout, enfin dans pas mal d'endroits, Oui, Val-de-Loire, Hauts-de-France aussi, tiens. Oui. Moi, Hauts-de-France, je retiens pas tant qu'il n'y a pas Picardie dedans. Ouais, tu vois, ça- Picardie, ça c'est me- Ah, mais moi ça me parle plus hein, ça. Mais bon, faut faire avec. Hein. J'ai vu des mauvaises. Donc, quand est-ce que tu as lancé cette association? Alors j'ai lancé cette association en 2016. Bon, je l'ai pas lancée toute seule, hein, bien sûr. Hein. On est là pour l'instant, on est 24 adhérents. En 2016, par rapport à des échanges sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et on s'est retrouvés tous sur un groupe où on parlait de nos problèmes qu'on rencontrait quotidiennement. Alors c'est quoi les problèmes que tu rencontrais? Les conditions de travail qui sont déplorables, pas assez de temps pour s'occuper des personnes dépendantes, les kilométrages et des conventions collectives, mais alors complètement obsolètes. Alors il est vrai que les syndicats bûchent dessus, mais c'est pas encore ça. Paraît que c'est bloqué au niveau des commissions paritaires. Donc c'est un système que je ne comprends pas du tout, puisqu'en fin de compte, tout est bloqué. Ils n'arrivent pas à recruter, donc je ne vois pas le but là. Je ne vois pas où on va arriver en fin de compte. Et alors qu'est-ce que tu demandais comme amélioration? Déjà qu'on arrête d'infantiliser les auxiliaires de vie sociale, parce qu'on a un travail qui est un peu quand même autonome. On a le droit de savoir si la personne qu'on va s'occuper a envie de manger à 11h ou à midi. Donc on vous inflige un planning. Nous, en tant qu'auxiliaire de vie sociale, on devrait pouvoir au moins, le planning, le faire en fonction des personnes chez qui on va. Déjà, au lieu de nous infantiliser et nous dire tu vas chez Madame X à telle heure et Y chez l'autre. Il y a des problèmes qui se posent. Bon, dans le groupe, notamment, on m'a interpellée en me disant moi j'ai été à midi donner le repas d'une personne aidée. Elle ne voulait pas manger, elle n'a pas l'habitude à manger à 1h. J'ai fait demande à ton association ou à ton entreprise. Je cible personne. Demande à ton association ou ton entreprise de bouger l'heure du repas. Non, c'est nous qui commandons. Donc les plannings, c'est nous qui les faisons. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. On n'est pas autonome dans notre fonction. En fin de compte, on est auxiliaire de vie sociale, mais on se retrouve plutôt à faire du ménage ou des choses qui ne nous correspondent pas.
Alors le problème c'est que si les filles elles sont assez fortes pour dire non, tout va bien. Mais si elles ne sont pas assez fortes, eh ben, on se laisse avoir. Les agents à domicile se retrouvent à faire des toilettes alors que c'est les auxiliaires de vie, ou faire des repas, etc. Pareil pour les dossiers MDPH qui sont susceptibles d'être accordés simplement aux auxiliaires de vie sociale. On met des aides à domicile. Mais ceux qui disent non, elles ne sont pas écartées de la liste, elles ne perdent pas des contrats? Alors non, elles ne perdent pas des contrats puisque maintenant on a une modulation. On a un contrat, si on a signé un contrat de 120 heures, on n'a pas à perdre d'heures. Mais on dit non, mais par contre, le problème où il est, c'est que des fois l'association ou l'entreprise par derrière, au lieu de vous faire intervenir dans le périmètre de votre domicile, elle vous envoie à 20 bornes, comme ça vous fera les pieds. Il faut payer quand même. Il y a des manières, voilà. Tu as connu ça, Voilà. toi? C'est-à-dire tu as été puni Non, pas puni. On va travailler ailleurs. C'est une punition. C'est une manière de punir. Des plannings. Oui, mais Maintenant, je me laisse plus faire. On a des plannings très... Alors nous, ce qu'on avait vu avec Vincent, qui est donc le maître d'œuvre de la cérémonie aujourd'hui, ce qu'on avait vu avec Vincent, c'est que c'était la profession la plus mal payée de France, d'après l'INSEE, l'Institut national de la statistique. Et j'ai fait un décalage entre le salaire médian d'un prestataire, il est autour de 8 400 € annuels, donc ça veut dire 705 € par mois, et celui d'un mandataire, il est de 3 392 €, donc ça veut dire 282 € mensuels. On voit bien qu'il y a, en fait, c'est énormément de temps partiel. Vous êtes sur quel temps de travail, vous? moi 122 heures. 122 heures, donc ça fait une trentaine d'heures par semaine. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est bien voilà, tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, et que c'est bien compliqué par rapport, merci pour la convention collective, c'est qu'en fin de compte, l'employeur a le droit à un tiers de notre, c'est ça, un tiers de notre temps à nous faire faire en plus. Ce qui veut dire qu'on ne peut même pas cumuler 2 emplois. Donc ce travail, en fin de compte, on se demande, malgré l'argent qu'on touche, vous nous dites que c'est un emploi précaire, on se demande si c'est un travail de riche, s'il faut un mari qui a assez de revenus pour pouvoir assumer ce travail. Et ben voilà, c'est la question. Et donc là, vous travaillez en coupure et vous avez des grosses coupures dans la journée, comment ça se passe? Toi, tu es sur combien d'heures? Moi, 123 heures. Donc ça veut dire une trentaine d'heures par semaine alors. Vous êtes à des coupures dans la journée, c'est quoi entre le moment où tu vas voir ta première personne âgée et le soir où tu rentres chez toi, il y a quel Ça dépend des semaines. Mais bien souvent, moi, je travaille de 7h30 jusqu'à 13h, 13h30. Et je reprends l'après-midi 14h, 18h. Mais pas tous les jours. J'ai Ça dépend je ne travaille pas l'après-midi. Et après, forcément, quand il y a des collègues qui sont en arrêt, il faut faire les remplacements. Et toi, Sylvie, alors, Moi, c'est pareil. Quelle est ton amplitude? C'est pareil? Moi c'est pareil, c'est 7h, 13h souvent, après 14h, 16h, et après souvent c'est 18h, 20h. Donc, 20h, 20h30. Oui, donc ce que ça veut dire, c'est quand même qu'avec des coupures, mais tu vas de 7h du matin jusqu'à 20h le soir. Ouais. Donc ça, c'est énorme comme amplitude. Ça veut dire que tu as des trous dans ta journée, mais tu es obligé d'être tout tourne autour de ton travail. On ne peut rien faire, en dehors. Du matin jusqu'au soir. Et pour un revenu de combien alors? 1000 €, quand vraiment tout va bien, 1000 €. Ouais, ça tourne à ce prix-là. À peu près, 1000 €. Quand tout va bien, avec les kilomètres, on peut gagner enfin, si on fait beaucoup de kilomètres, on a un peu plus. Donc 1000 €. 1000, 1100. Avec depuis les poches à la place. Donc on se lève, il s'agit de se lever. Parce qu'on a notre voiture personnelle. Si on retire nos frais de l'usure de la voiture, de l'essence, on en sur le SMIC. Oui. C'est encore bien vouloir considérer que les frais de déplacement sont comme si ça faisait partie du salaire. Non. Mais d'accord. Et puis on avance, en plus, on avance les déplacements. Oui. Et puis il faut savoir que vous avez aussi que ce soit des aides à domicile ou des auxiliaires de vie, vous avez des gens qui mangent dans les voitures. Bah oui, ça c'est du Il faut quand même le savoir. Même le dimanche. Alors là, vous êtes baladé un peu sur le salon? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous discutez? Par exemple, il y a l'ADMR en face. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ADMR? ADMR. Association. Aide à domicile en milieu rural. C'est ça. C'est Annie qui a pris un peu de temps pour discuter avec. C'était l'Union nationale. C'est une grosse association d'emploi d'aide à domicile. En fait, c'est au-dessus des fédérations, c'est l'Union nationale. Et ils nous ont expliqué en fait que
Nous, c'est pas le problème ne vient pas d'eux en fait. Chez nous, dans la Somme, ça vient du conseil départemental en fait. Parce qu'ils ont un budget pour les auxiliaires de vie, pour les personnes âgées. Et le budget n'est pas distribué comme il devrait être distribué. L'argent, on ne sait pas bien où elle va l'argent. Hein. Madame Boitard nous avait certifié que l'argent avait été versé pour les auxiliaires de vie. Alors donc j'ai vu aussi des robots normalement qui doivent pouvoir vous remplacer, être encore moins cher peut-être bientôt, non? Vous les avez vus les robots? On les a vus mais on ne s'est pas arrêté. Vous n'êtes pas allé voir, non? Et avec qu'est-ce que vous êtes allé voir d'autre? Vous avez vu le ministre aussi ce matin? Oui, on l'a aperçu. C'est qui le ministre? Monsieur Griveaux, ouais, ok. Je sais pas, je sais plus à quoi il est ministre exactement. Ouais, il est ministre, ouais, moi je le sais. Voilà. Ouais, donc il est le bras droit, gauche ou le pied, je sais pas trop quoi, de Le Maire, hein, à Bercy. Et donc vous lui avez dit quoi à Griveaux ce matin? Rien du tout. Parce que normalement je devais venir, c'était pour le rencontrer avec vous, moi. Et on l'a raté. On l'a raté. Rien du tout. On a vu son secrétaire. Oui, enfin, je ne sais pas. Un attaché de presse. Vous n'avez pas réussi à l'approcher, Griveaux, alors? Ah lui, non. Non, mais il y avait du monde autour de lui. Non, il était interrogé. Il était protégé. Alors on a vu Monsieur Romain Brochard. Et il vous a dit quoi, Monsieur Romain Brochard? Eh ben, il a dit qu'il était intéressé par notre démarche et qu'il s'occupait un petit peu de tout ce qui était, bien entendu, IPAD pour commencer, maintien à domicile en zone. Et donc de lui remonter. De remonter les informations. D'accord. Et alors, vous, qu'est-ce que vous voudriez? Dans le monde idéal des auxiliaires de vie sociale, ça se passe comment? Qu'il y a un vrai statut, une vraie reconnaissance, que ce soit un métier à part entière. Il y a une convention collective générale, que ce ne soit pas 36 conventions collectives. Là, c'est trop flou. Et respecter vraiment la charte de cadre réunion. Toi, Sylvie? Oui, tout à fait, parce que le maintien à domicile, c'est que des successions d'incohérences, que ce soit de la formation. Quand vous prenez la formation du Nord ou la formation de Lyon ou n'importe quoi, on ne vous forme pas de la même manière en tant qu'auxiliaire de vie sociale. Déjà dans un premier temps, certaines font certaines choses, les autres des autres. Donc on ne comprend rien du tout. Donc au niveau de la convention collective, qu'elle soit un peu dépoussiérée, il va peut-être falloir commencer à revaloriser, s'occuper de la professionnalisation, etc. Et surtout les catégories professionnelles aussi. Alors on nous a pondu il n'y a pas longtemps une fusion entre l'AMP et l'ABS. Donc ça va être un nouveau diplôme qui va s'appeler l'accompagnant. AMP, ça veut dire quoi? AMP, aide médico-psychologique. Et donc l'ABS qu'on connaît, auxiliaire de vie sociale. Et donc maintenant on va avoir le diplôme d'AES, accompagnant éducatif et social. Et donc, AMP ça fait quoi alors? Je sais pas trop. AMP c'est plus de l'animation. Oui, voilà, de l'animation, des sorties. Bon, ce qu'on fait un petit peu nous ici en tant qu'ABS déjà. Quand il reste à Malençon. Alors vas-y. L'AMP en fait, le DEAES. Et donc j'aurai les résultats au mois de mars. Et en fait ça combine donc AMP et auxiliaire de vie. Donc on peut aussi bien faire le ménage, préparation des repas, etc. Et puis aussi faire des animations. Et ça nous permet de travailler avec tout public. Donc c'est-à-dire ça peut être aussi bien des personnes en réinsertion, des femmes enceintes, des familles en difficulté, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes handicapées, vieillissantes et jusqu'à la fin de vie parce qu'on peut travailler aussi avec l'HAD, donc c'est hospitalisation à domicile, donc on peut vraiment tout faire en ayant ce diplôme-là. Le hic pour l'instant, c'est que le diplôme sort. Alors d'une part, vous trouvez très peu d'annonces en ayant intitulé accompagnant éducatif et social, et de deux, Pôle emploi ils ne sont pas au courant. Donc là c'est une très grande polyvalence quand même. Oui. Ça peut aller de mes enfants jusqu'à ma grand-mère. Voilà, ça va voilà tout à fait, du début, même la femme enceinte. Donc du début de la vie, en fait, jusqu'à merci. Voilà, ça va vraiment, voilà, parce que durant cette formation-là, en fait, on voit vraiment tout. On voit de la naissance jusqu'à la fin de vie. Voilà, donc ça regroupe vraiment tout et animation. Donc il y a des stages, on a, voilà, ça fait plein de choses. Et alors cette polyvalence, elle est récompensée sur le plan monétaire? C'est le même prix Pour que l'instant, l'ABS. je ne vois pas la couleur. Voilà. C'est le même prix que l'ABS et la catégorie professionnelle, Voilà. et Et pas dans la c'est convention collective encore. Tout à fait. Voilà. C'est Donc, pas parce c'est que une vous avez un aberration. diplôme que de toute façon la rémunération elle va être au-dessus. Alors nous, ce qu'on demande, c'est
pareil que l'AVS. Normalement, oui. Oui, Normalement, la convention collective reconnaît le diplôme d'AVS et normalement devrait payer l'ensemble des 10 AVS. centimes supplémentaires. Devrait payer l'ensemble des AVS sur la catégorie qui correspond aux AVS. Alors vous, monsieur, vous êtes qui? Parce que là, vous débarquez, vous entrez dans le stand, vous êtes le bienvenu, restez. Alors, ouais, alors. Je représente une fédération d'aide à domicile, la FNAP, Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire. Donc on gère effectivement des structures d'aide à domicile associatives, bien sûr, dans le cadre de l'aide à domicile aux personnes âgées, aux personnes handicapées, et également aux familles, vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est sensibilisé par l'application et la gestion de la convention collective dans les structures associatives en particulier. Et c'est vrai que nous, on essaye, en tout cas, autant que faire se peut, et même on souhaite que la convention collective soit complètement sur le terrain, dans les associations, soit effectivement appliquée. Alors par exemple, le statut de mandataire qui permet de contourner du coup les associations et éventuellement la convention collective, qu'est-ce que vous en pensez? Le mandataire, c'est une activité qui ne rentre pas dans la convention collective. Il y en a une autre. Elle dépend d'une autre convention collective. La convention collective des particuliers employeurs. C'est pas la même convention, c'est pas les mêmes droits, c'est évident. Mais c'est quand même une manière de. C'est une manière de. Alors il y a le dumping à l'étranger pour l'industrie. Mais il y a le dumping interne là, pour les services qui consiste à dire on va contourner les associations sur lesquelles il y a une convention collective, il y a des frais de déplacement qui sont pris en charge, il y a de l'ancienneté, il y a tout ça. On va faire passer ça, on le voit nous dans notre département, sur du mandataire et là il n'y a plus tout ça. Donc c'est quand même une forme de dumping en interne. Oui, tout à fait. Nous on a fait le choix dans notre fédération du prestataire et pas du mandataire. Après, il y a effectivement une demande aussi, puisqu'il y a le libre choix des personnes de choisir parmi toute une palette de services. Et il y a effectivement des gens qui préfèrent effectivement avoir un lien direct entre employeurs et salariés, et donc privilégient aussi le mandataire. Il y a des personnes âgées qui souhaitent privilégier le mandataire. C'est pas forcément notre choix à nous, mais dans ce principe dans ce principe de libre choix, on ne peut pas ne pas aller contre le désir de la personne âgée. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre département, on ne laisse pas le libre choix du tout. On laisse je crois qu'il y a du tout. Dans la Somme, dans la Somme, ils n'ont pas le libre choix, c'est ce qu'on leur dit, mais c'est pas vrai. Est-ce que du coup, il ne faudrait pas renforcer la convention mandataire pour que si les personnes âgées ou leurs familles veulent avoir un lien direct avec le salarié, ce qui peut se comprendre, mais ça ne se fasse pas par, ça soit pas motivé par une forme de dumping salarial. Donc il faudrait renforcer la convention mandataire. Alors après, ça dépend des négociations entre les organisations syndicales et les organisations employeurs et la FEPEM. La FEPEM, la convention, elle est bien. Oui, il y a quand même une convention. Il y a une bonne convention à la FEPEM. Donc ça dépend des personnes, des employeurs et des salariés au travers de leur organisation. Ça dépend de comment ils négocient. Après, au niveau de la convention collective du prestataire, du coup, il y a des négociations qui ont lieu régulièrement entre les organisations syndicales et les employeurs. Les choses se passent dans la loi, dans le cadre de la loi en tout cas. Alors après, le problème, et ça je crois que vous l'avez dit, le problème c'est les financeurs publics, les financements publics, des conseils départementaux, mais aussi de l'État. L'État qui ne prend pas non plus sa part à cette histoire-là. Puisque au départ, lorsque l'APA a été créée, l'État finançait 50% de l'APA, et il ne finance plus maintenant que 30%. C'est-à-dire qu'il y a un désengagement aussi de l'État. Et qui met effectivement la pression du coup sur les conseils départementaux. Donc là, il y a un rééquilibrage certainement à trouver entre les conseils départementaux et l'État pour que les choses effectivement aillent dans le bon sens. Il faut que l'État reprenne en main la situation. Vincent et Esther, vous pouvez approcher. Parce que vous pouvez approcher. Vincent, viens aussi Vincent. Parce que ce sont les deux
maître d'œuvre d'aujourd'hui, enfin je pense que Esther elle a pas mal coordonné. Oui, elle a bien fait. Pour Vincent, c'est chez nous. Parce que au-delà de la convention collective, il y a un deuxième souci qu'on peut poser, c'est le déséquilibre entre les départements. Chaque département a un peu sa politique et fait son truc. Toi, tu avais vu, c'était en Gironde, non? Il y avait une partie en Gironde, ouais, où les personnes. Alors là, on a quelqu'un de Gironde. Il y a quelqu'un de Gironde, là. Et elle, c'est pas forcément mignon. C'est pas le cas. Mais en Gironde, il y en a certains qui sont fonctionnalisés. Il y a certaines AVS fonctionnalisées. Ouais. Ça te dit rien? Si, mais ça dépend des structures. Voilà. Est-ce qu'ils font des CCAS? Voilà. Voilà, parce qu'il y a le CCAS. Il y a les CCAS, Et ça, c'est des accords territoriaux, c'est bien spécifique à eux. Voilà. Bien spécifique à la Gironde. Non. Non. Le CCAS, la convention, c'est pas des conventions comme la même que nous. Là, c'est des accords territoriaux. Nous, on a le CCAS. Le gros problème, c'est qu'il y a au minimum 3 conventions collectives. Est-ce qu'après, ce qu'il ne faudrait pas, moi je pose ça comme question, c'est que ça ne dépende plus forcément des conseils départementaux pour que le statut ne soit pas variable. Moi, la comparaison que je prends toujours, c'est que c'est comme si on créait le métier d'instit aujourd'hui. Bon, c'était créé au 19e siècle, un moment où il y avait un État qui voulait se construire, un État puissant, centralisateur, jacobin et tout ça. Là, il y a une montée en puissance du service à domicile dans deux situations de la société. Une situation de grande précarité pour les métiers faiblement diplômés et une situation où on veut aller vers la décentralisation. Et ça produit, à mon avis, ça, c'est-à-dire un métier qui prend de l'ampleur, mais en étant en situation de précarité parce qu'on ne le structure pas, et avec sans statut parce qu'il y a 100 départements différents. Mais je dirais on voit ça nous un peu de la même manière sur ce qui est les animateurs périscolaires. Où là c'est même plus 100 statuts parce qu'il y a 100 départements différents, mais c'est entre Amiens et Piquigny et Abbeville, donc 3 villes qui sont à 15 km, 20 km, 40 km les unes des autres, on va avoir des statuts différents. Et ça je pense que, moi parce que on vient ici pour se demander quelle proposition de loi on porterait à l'Assemblée nationale. Moi je me demande si c'est pas sur le terrain de l'unification du statut et dire que ça doit plus dépendre des conseils départementaux ni en termes de finissement, ni en termes de choix des statuts, mais que ça doit dépendre de l'État et aller vers un statut unifié de l'auxiliaire de vie sociale. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense, Esther. C'est vrai que chaque département. Vas-y. Ouais, c'est vrai que chaque département finalement gère l'APA, gère l'APA à sa manière, en ne respectant pas la loi. La loi, elle est pour tout le monde, sauf qu'il y a 100 pratiques différentes, puisque 100 départements. C'est ça qui n'est pas logique. Je pense que l'État a un rôle à jouer dans le contrôle de ce qui se passe dans les départements. L'État ne joue pas son tour, à mon avis. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, les unes et les autres? Alors ceux de la Somme, je le sais parce qu'on ne va pas faire comme si on inventait la proposition là. Nous, ça fait des mois qu'on se répète ça. Mais ceux qui viennent là du Loiret, qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettez-vous un peu. Oui, c'est ça. C'est un problème au niveau des départements. Il faut que le métier d'auxiliaire de vie, qu'on ait toute la même convention collective, qu'il n'y en ait pas 20 différents. Oui, avec des tests compréhensibles et que tout le monde les respecte, quoi, c'est ça. Alors vous êtes les relais de l'association pour les professionnels du maintien à domicile dans le Loiret, donc c'est dans le Val-de-Loire, c'est ça? Oui. Donc Catherine et Marie. Et pourquoi vous êtes engagé dans cette histoire-là d'association alors? Pour une valorisation du métier d'auxiliaire. Parce que vous en aviez marre dans votre vie? Parce que j'en ai marre dans ma vie professionnelle. De quoi vous aviez marre? D'être considérée comme une femme de ménage et non comme une auxiliaire de vie. Je veux dire, on a passé des diplômes, il y a une valorisation de notre métier et on ne l'a pas. On ne l'a pas et je veux dire que les associations, les entreprises en profitent. Et alors, comment vous le sentiez que vous étiez pris pour une femme de ménage? Sur les tâches que vous effectuez Oui, parce qu'on doit avoir de l'aide à la toilette, des aides aux toilettes, des aides au repas et souvent on a des aides au ménage. Tout le ménage
On arrive, les gens nous disent bonjour, tiens, il y a la femme de ménage. On n'est pas là. Ceci dit, moi je tiens à dire que par ailleurs, je souhaiterais que soient dépendus aussi les agents d'entretien parce qu'ils subissent le même type de précarité, de dégradation, d'exposition au service et tout ça. Donc, le maintien à domicile, c'est une histoire de plusieurs catégories, c'est tout un secteur. Hein. On est plein de professions ensemble. Donc c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe exactement et dont souffrent beaucoup les auxiliaires de vie sociale, c'est qu'ils ne sont pas reconnus dans leur catégorie professionnelle aussi. C'est vrai qu'on parle d'argent, c'est vrai, mais ne serait-ce rien qu'en ne touchant pas à son porte-monnaie, simplement respecter la catégorie professionnelle, ça serait drôlement important. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'auxiliaire de vie sociale intervient chez des personnes fragilisées, mais qui ne peuvent plus gérer leur quotidien. C'est la différence avec l'agent à domicile, qui intervient chez des personnes en perte d'autonomie aussi, mais qui peuvent gérer leur quotidien. Donc, et on fait trop souvent l'amalgame. Malgré qu'on adore nos aides à domicile et on a besoin d'elles, hein, justement. Hein. C'est un groupe, c'est pas qu'une profession. Alors, on va conclure, je pense qu'on va conclure, ça te voir. Moi, mon souhait, c'est qu'on se revoie dans un cadre plus institutionnel, c'est-à-dire qu'on ait des auditions à l'Assemblée nationale, une émission d'enquête ou un groupe d'information qui aille avancer vers ça. Et pour moi, il faut aller quasiment plus vers un statut de titulaire. Vous savez, on n'arrête pas de nous parler de la silver economy, voilà, c'est là-dedans que, comment ils disent que c'est l'économie de service, c'est comme un fleuve d'où vont découler tous les emplois et le bonheur de la société, quoi. Des fois, on a l'impression à les entendre. Oui. Mais ils n'ont pas l'air de voir tout ce qu'il y a comme précarité, comme mal-être, parce que là, on n'en a pas parlé, il y a du monde, ça fait du bruit et tout ça, mais de ce que vous pouvez trouver comme mal-être, de difficultés à vivre sur le plan économique et sur le plan pour vous construire. Bon. Et donc voilà, donc si jamais on dit que c'est l'avenir, il ne faut pas que l'avenir il ait une sale gueule, quoi. Il faut qu'il donne envie l'avenir. Et voilà, et pour l'instant, ils construisent. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se le permettre. Il y a tellement de concurrence. C'est quand même des métiers à faible qualification, même si c'est suivi des vraies formations et tout ça, mais c'est des métiers qui ne sont pas hyper qualifiants. Et du coup, ils peuvent se permettre de mettre plein de monde en concurrence entre eux et ils arrivent encore à... Je pense qu'il y a des zones de tension, genre Paris ou les grandes villes, mais ailleurs, chez nous, dans la Somme, il n'y a pas un manque d'AVS. Non, hein. Je sais pas vous, il y a un manque d'AVS par chez toi? Oui, ils ont du mal à recruter. Et ça, on le voit justement sur Internet. Ils ont du mal à recruter. Dans Lyon, là? Dans Lyon aussi, partout. Hein. Vous allez partout. Hein, nous, ils ont du mal à recruter. Pourquoi? Chez nous, c'est pareil. Hein. Ils ont du mal à recruter. On a vraiment beaucoup de mal à recruter. Parce que c'est pas valorisant le métier. Mais elles ont plus envie de le faire. Parce que je pense qu'il y a un problème de conditions de travail. C'est quand même des métiers très difficiles. Et puis des problèmes de rémunération. Et ça touche principalement les femmes. Encore une fois, là, il y a un clivage entre les hommes et les femmes. C'est que le mandataire, ils n'ont pas besoin d'être diplômés. Hein. Ah oui? Voilà. En mandataire, elles ne sont pas diplômées. Hein. Ah bah non, puisqu'elles peuvent, les personnes âgées peuvent employer qui elles veulent. Hein. Elles peuvent prendre leur petite fille, leur voisine, tandis qu'en prestataire, quand on fait une intervention pour une toilette chez une personne âgée, on est diplômé. Hein. On a un diplôme. Hein. Voilà. Par contre, la FEPEM s'attelle quand même, parce que s'attelle quand même à la professionnalisation. Ils y vont de plus en plus parce qu'ils s'aperçoivent que justement les auxiliaires de vie sociale en ont marre d'aller travailler en entreprise ou en association parce qu'il y a des conditions de travail pas terribles, on peut le dire. Et donc elles se dirigent vers le chèque emploi-service. Et donc la FEPEM justement va quand même dans la professionnalisation. Assistante de vie numéro 1, 2, etc. Il y a certainement un effort qui est fait, j'imagine. Oui. C'est un secteur que je connais moins, bien évidemment, la FEPEM. Et je pense qu'il y a certainement un effort qui est fait. Mais il y a, je pense, quand même une différence de conditions de travail entre les personnes qui travaillent dans le cadre du gré à gré ou du mandataire et les personnes qui travaillent dans le cadre du prestataire où il y a quand même, je dirais, derrière quand même un employeur, un cadre. Il y a une rigidité, il y a plus de rigidité. Donc oui, mais en même temps plus de cadres du coup. Voilà, c'est plus souple et on peut quand même faire notre planning. Moi je vous invite à regarder, je le dis souvent aux auxiliaires de vie sociale, il y a un monsieur qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Antoine Blondel de ADAP à Rouen.
regardez, il y a des interventions qu'il fait où il commence à mettre un système intéressant pour l'auxiliaire de vie sociale, qui gérerait son planning, il fait travailler en équipe, etc. Je pense que c'est peut-être quelque chose à aller voir. Donc c'est lui qu'il faut convoquer à notre mission d'information à l'Assemblée nationale. Moi je pense que il a quelque chose à faire. Okay. C'est pas méchant, je ne connais pas. Non. Aucun problème. Tenez, regardez. Bon, merci, c'est gentil. Bon, on clôt notre commission d'enquête décentralisée là. Et puis vous allez aller. Peut-être que dans quelques temps, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un genre de pétition pour aller sur les stands et aller recueillir les avis des associations et tout ça, en leur demandant, mais si jamais on va vers un statut unifié, est-ce que vous êtes prêts à vous engager pour aller dans un statut unifié de l'ABS et voilà. Il y a des combats communs, par exemple, l'augmentation de la valeur du point qui n'a pas été agréée. Hein. On est allé voir les pouvoirs publics ensemble, entre les organisations syndicales et les organisations d'employeurs associatives, pour réclamer effectivement un agrément qui n'est pas encore venu. Donc, il y a encore des combats à mener. Mais le but, c'est de mener les combats ensemble, de pouvoir discuter autour d'une table. C'est-à-dire qu'à certains moments, peut-être qu'il faut faire des actions communes. Voilà, tout à fait. Pas toujours, parce qu'on a des intérêts différents parfois. Voilà, mais parfois, je pense que oui. Peut-être faire une petite table ronde avec aussi autre que des syndicats, ou les syndicats, les fédérations d'employeurs, et puis aussi des salariés, sans étiqueter, voilà, sans être étiqueté. Ça serait pas mal non plus. Puis monsieur François Ruffin. Et puis l'État et Benjamin Griveaux, alors. Bon, ok. Bon, ça roule. Bah, écoute, non, mais je veux dire, on a des contrats, on n'est pas là pour on arrête la table ronde alors? Ça vous va? Et donc on va essayer d'aller, moi je vais essayer de déposer une proposition de loi qui va dans ce sens-là, et puis ensuite d'agréger des députés autour de ça pour après, et puis de faire que... Il y a un député marcheur qui était intéressé, donc je vais essayer de le relancer. Donc tu vas me donner les coordonnées là de...